Bah alors moi c'est Renoiser, donc je suis artiste un peu multitâche. Aujourd'hui on me connaît principalement sur YouTube parce que je fais beaucoup de tests de matos, de hardware, de synthé, de modulaire, de machines en tout genre qui font de la musique électronique. Mais à la base je suis artiste. J'ai fait pas mal de live, je viens du live à la base. Je suis aussi devenu par la force des choses un peu ingé son, donc je travaille avec quelques artistes où je fais du mixage, du mastering. Je suis aussi compositeur pour de la musique de pub par moment, donc en fait je pioche un peu tout ce que je trouve et du coup ça fait de moi vraiment une sorte de mec pas bon, enfin pas excellent partout, mais bon un peu partout. Donc voilà, j'essaye de me débrouiller un peu dans tout ça. Et puis voilà, j'ai une activité assez présente sur les réseaux depuis ces dernières années, via YouTube, via Instagram, via la chaîne Monte le Son, où voilà, je présente du matos. C'était pas en 2 phrases par contre ma présentation. Alors comment j'ai commencé la musique? Moi je pense que je suis arrivé via la porte un peu, enfin il y a eu plusieurs phases je pense. Quand j'étais tout petit, j'ai écouté beaucoup de musique électronique parce que je viens d'une époque où c'était l'Eurodance qui était dans les charts et compagnie. Donc il y avait du Technotronics, du Gala, enfin plein de trucs un petit peu de l'époque des années 90. Et je pense que ça a été un peu ma porte d'entrée, sûrement que mon père écoutait un peu ça, et j'aimais bien la musique électronique de manière générale, déjà quand j'étais gamin. Et après, j'ai rencontré des gens qui, sûrement au collège, j'étais quand même encore très jeune, qui m'ont ouvert la porte du rock, du punk et du metal. Et là, j'ai eu un switch vraiment où je me suis vraiment passionné pour la musique, où vraiment c'était devenu hyper important dans ma vie, et où il n'y avait pas que la musique, c'était aussi toute une culture derrière, c'était une sorte de rébellion aussi de l'adolescence, je pense, comme beaucoup, hein. Donc le punk se mettait bien à cet âge-là dans ma vie. Le punk et tout ce qui était musique rock alternative. Et là, vraiment, je pense qu'il y a eu vraiment ce déclic du genre, ok, la musique c'est vraiment un truc fort. Je me suis mis à faire de la guitare. J'étais très nul, donc j'ai pas persévéré longtemps dans la guitare. J'aimerais bien refaire aujourd'hui, mais ouais, j'ai plus le temps, ou je prends pas assez le temps. Et du coup, ça a été un peu ma porte d'entrée, guitare, rock à fond, metal, punk. Et via tous ces mouvements-là, qui étaient des mouvements alternatifs, j'ai rencontré d'autres potes qui étaient très liés finalement, qui organisaient un peu des rave parties, qui organisaient des soirées aussi, dans des soirées lilloises, où là, voilà, j'avais déjà un peu grandi, j'avais déjà un peu poncé le rock, je commençais à avoir une bonne culture aussi à ce niveau-là. Et via ces amis que j'ai rencontrés là, je me suis retrouvé dans ma première rave party totalement illégale. Et ça collait très bien avec tout ce mouvement punk, tout ce que j'avais, tout ce que j'aimais déjà à la base. Sauf que là, c'était un mouvement de liberté absolue, avec une musique que je connaissais pas, et qui m'a aussi mis une claque, parce que j'ai vu mes premiers potes qui scratchaient sur de la jungle, ça rappait, ça faisait plein de trucs, c'était inédit pour moi. Et je vois des gars avec des platines, je vois des gars avec des machines, et là je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Enfin, ça a été un peu la révélation en mode, en fait, ils ont pas besoin de groupe, enfin, c'est un crew, mais ils peuvent faire du son tout seuls. Du coup, moi, j'avais plus besoin de me galérer à trouver des gens pour jouer à la guitare avec d'autres gens, tu vois. Et je pense que là, j'ai vu mes potes avec les premières machines. J'ai pas été attiré par le DJing parce que pour moi, c'était plus jouer les morceaux des autres. Et moi, je voulais créer quelque chose déjà. Même à la guitare, j'aimais pas trop jouer les morceaux connus, j'aimais bien créer mes trucs, quoi. Et du coup, la machine s'est imposée à moi un peu. J'ai mon pote qui me l'a prêté. Et là, c'était voilà, j'ai passé des nuits blanches la première semaine où il me l'a prêté. La semaine d'après, j'ai acheté ma première machine, quoi. Donc ça a été un peu ça ma porte d'entrée vraiment dans le milieu de la musique électronique, en tout cas. Mais ça, mine de rien, ça arrivait un peu tard, hein, parce que je pense que je devais avoir 18-19 ans. Voilà, à l'époque, c'était pas courant d'avoir des potes qui faisaient ça, quoi. Puis il n'y avait pas de tuto, il n'y avait rien, quoi. Tu prenais une machine, tu te débrouillais, des fois tu n'avais même pas la notice, quoi, donc, ou la notice elle était en japonais, et tu pouvais rien faire, quoi. Donc, et ma première machine c'était une Yamaha RM1X, une grosse machine bleue qui faisait pas grand chose, tu pouvais même pas mettre de sample ni rien, c'était
que des rythmes et des synthés un peu éclatés, contre très bons séquenceurs. En gros, j'ai vu que mes potes organisaient déjà des soirées. En fait, ça a été très vite naturel, même si j'étais nul, d'aller avec eux sur scène et de passer des morceaux un peu basiques. Et pendant qu'eux, ils mixaient des trucs. Du coup, il y avait vachement ce côté featuring à l'époque. Puis il n'y avait pas de MIDI ni rien. Moi, je balançais des trucs à un BPM. Eux, ils venaient se caler dessus, ils balançaient des scratchs, ils switchaient de morceaux, hop, changeaient de programme de machine. J'essayais de me recaler dessus. Enfin, c'était un peu à la débrouille. Et du coup, on organisait pas mal de soirées dans la scène des cafés-concerts parisiens, lillois, pardon, parce que je viens de Lille. Et on a fait pas mal de petites dates comme ça, plus des raves qu'on organisait entre potes, qui ont fini par grandir à un moment. Et tout ça, en fait, ça a été un peu une belle formation sur quelques années où t'apprends à monter un sound system avec tes potes. Donc voilà, tu sais ce que c'est qu'une console, tu sais ce que c'est qu'un EQ, tu sais ce que c'est que des enceintes, des speakers, des basses, des subs. Donc tu apprends un peu sur le tas avec des gens qui ont tout appris aussi sur le tas. Il y a pas d'ingé son ni rien, c'était que de la débrouille, quoi. Et donc on a vraiment appris très lentement, de manière empirique. Je pense que si on avait fait une école, on aurait fait du son de meilleure qualité beaucoup plus vite. mais ça a été une bonne école. De la débrouille et du coup après moi j'ai pas lâché l'affaire. J'ai pas mal de potes qui ont fini par bosser, faire d'autres choses. On a eu aussi pas mal de bâtons dans les roues à cette époque-là où on s'est fait saisir le son par les keufs à certaines époques, donc ça a aussi calmé un peu notre activité. Mais là j'étais un peu plus jeune aussi que tous mes potes qui organisaient tout ça, donc moi j'avais encore un bout de chemin à faire là-dedans. Et je me suis vachement concentré. À l'époque, je faisais du breakcore, du hardcore, donc tout ce qui était musique un peu extrême, un peu de drum and bass. Et j'ai fait quelques dates quand même avec d'autres collectifs qui commençaient à bien monter, notamment en Belgique. On a fait des dates à Wargame. On a fait des dates. J'avais fait une date à Bruxelles, mais j'ai plus le nom de la salle. Bref, c'était des soirées comme on n'en fait plus, des petits collectifs, mais qui étaient ultra actifs. Et c'était la fête, c'était des soirées qui étaient très évolutives aussi. Ça pouvait commencer techno ou jungle et ça finissait en speedcore, quoi. C'était improbable, quoi. Aujourd'hui, ça se voit de moins en moins. Ces soirées techno, ça monte de 2 BPM et il y a moins ce côté éclectique. Et du coup, j'ai pas mal fait un peu de petits bouts de chemin là-dedans, jusqu'à un peu un ras-le-bol de jouer à des 5-6 heures du matin, parce que je commençais à avoir 24-25 ans et en mode bon, il va falloir que je fasse quelque chose de ma life qui me rapporte un peu d'argent, parce que clairement, c'était pas viable en fait. Donc à cette époque-là, je commençais déjà, je crois que j'ai déjà commencé à faire quelques tracks pour des projets type mini-série ou peut-être un peu de pub, je sais plus. Je commençais déjà, j'avais déjà été approché par ce genre de truc. Et je crois que ça a été aussi une sorte de porte d'entrée de calmer ma musique et d'essayer de m'améliorer aussi en termes d'harmonie, de faire des trucs un peu plus mélodieux, parce qu'à l'époque c'était très rythmique et très rentre-dedans. Et je pense que c'était un peu là le début de Renoiser, donc mon projet d'aujourd'hui, quoi. Et je me suis aussi beaucoup plus ouvert à la musique de manière globale, parce qu'avant je me butais aux trucs un peu extrêmes et très underground. Et après, je pense que je me suis vachement ouvert à plein de styles de musique. Je me suis beaucoup buté au label Warp, Ninja Tune, que j'écoutais déjà un petit peu à l'époque, mais je crois que j'ai eu une sorte de révélation arriver à 24-25 piges où je me suis dit, mais ça c'est vraiment trop bien, quoi. Et du coup, ça a vraiment fait switcher ma musique, j'ai changé de projet. Et là, Renoiser est un peu né. Je bossais un peu entre-temps sur des tafs qui me plaisaient pas du tout. Et jusqu'au jour où je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fais de ma life? Est-ce que mon projet il est viable professionnellement? Est-ce que je m'améliore un peu là-dedans? Je commençais à faire un peu de mixage pour d'autres artistes, mais j'étais pas encore très, très au point non plus. Et je pense que tout est arrivé vraiment très lentement, jusqu'au jour où je sais plus comment ça s'est passé.
j'ai un pote qui me dit ta zik elle est bien. Et avant ça, il me dit tu peux faire un accompagnement artistique qui va te professionnaliser. Et à cette époque-là, j'étais à Amiens, j'étais un peu parti de Lille. Et en fait, ça m'a hyper aidé à capter comment tout le système musical fonctionne avec les scènes de musique actuelles, savoir ce que c'est qu'un manager. Enfin, en fait, tout le business de la musique, comment ça fonctionne. Pendant 2 ans, j'étais accompagné par une petite structure qui était en place à Amiens, qui m'a fait faire plein de formations, plein de conférences avec des gens qui avaient fait des tournées, qui étaient des managers, des éditeurs. Du coup, là, je me suis vachement encadré d'un milieu pro qui m'a beaucoup aidé à y voir plus clair. Et là, je me suis dit, ok, ma zik, c'est quelque chose, mais faut réussir à la faire tourner, faut réussir à sortir du studio pour essayer de faire du live et compagnie, quoi, pour essayer d'en vivre, devenir intermittent, si j'ai pas envie de faire mes tafs de merde toute ma life, quoi. Donc je pense que vraiment le déclic, ça a été un peu ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, vas-y, je mise un peu sur la zik, mais sans trop y croire, quoi. Et pendant 2 ans, on a fait ça, et les mecs m'ont emmené jusqu'au Printemps de Bourges, et justement, c'est eux qui m'ont dit, vas-y, on envoie tes tracks pour un tremplin. Toutes les structures régionales font ça, donc nous, on te met dans la liste des artistes qu'on aimerait bien pousser. Et bizarrement, avec ma musique très chelou, c'est passé. Donc j'ai été première audition. Donc c'est un des plus gros tremplins en France, quoi, avec je pense, le truc à Rennes, et le Transmusical. Donc tu te retrouves sur une scène, sur des grosses scènes d'un coup, alors que t'as fait que des petits trucs ou des trucs underground. J'avais déjà fait quand même des grosses scènes, mais ça restait un peu moins pro. Là, tu te retrouves vraiment dans le milieu artistique, sur des big scènes, alors que tu as un projet tout jeune. Et tu te retrouves surtout jugé par des pros. Donc ça, c'était assez marrant aussi. Tu joues dans des tremplins, donc il y a très peu de public. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour justement savoir si ils vont miser sur toi ou pas. Ils n'ont pas misé sur moi. mais c'était cool, c'était une bonne expérience. Ça m'a quand même ouvert pas mal de portes. Et en même temps, je comprends qu'ils aient pas misé parce que je fais pas de la musique non plus. Je fais de la musique pour moi, je fais pas de la musique pour les gens. Du coup, je pense que ça s'entend un peu, quoi. Mais du coup, ça m'a quand même montré que mon projet était viable de manière professionnelle, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que j'ai été un peu validé quand même par certains pros, en mode, ok, même si tu vas peut-être pas faire du live, ma musique, elle intéresse des gens. Donc c'est déjà une première étape qui était assez importante et qui, tu sais, dans ta tête, tu te sens un peu validé, en mode, ok, je fais pas de la merde, je fais pas que de la merde. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, il y a des trucs à faire. J'ai commencé à trouver de plus en plus de taf aussi en mixage, en mastering, parce que j'avais du son qui sonnait, où les gens galéraient à l'avoir. Pareil, il n'y avait pas non plus des masses de tutos à l'époque, quoi. Donc je commençais à bosser avec d'autres artistes. Je m'améliorais aussi petit à petit, quoi. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, je pense que je suis arrivé à la vidéo. Je commençais à filmer un peu mon matos, j'ai toujours aimé le matos, donc je bossais autant sur ordi qu'avec du hardware. Et j'avais acheté une petite caméra, un petit appareil photo, et je me suis dit, vas-y, Instagram, ça se développe. Je vais filmer ce que je fais un petit peu, je vais essayer de tenter des trucs, quoi. Donc je filmais mon matos avec des petits plans un peu jolis, j'essayais de faire un truc un peu sympa. Et ça a plutôt bien marché sur Insta au début, ce qui ne marche plus du tout aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'aime bien encore le faire. Et via ça, du coup, je me suis fait repérer à un moment par des gars de chez Thomann qui m'ont demandé si je voulais pas faire un pilote pour tester du matos. Donc là, moi, je tournais un petit peu en live à ce moment-là. Je faisais aussi un peu d'atelier, j'essayais de faire mes heures d'intermittence. Je suis toujours passé à côté, il me manquait toujours quelques heures. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je vais mettre freelance. J'aurais pu stepper de Damoclès des 507 heures, je facture tout, et basta. Et du coup, j'ai commencé à me lancer dans la vidéo, toujours au mixage. Donc là, je commençais vraiment à devenir un peu multitâche, à faire de la compo pour des agences de com. Là, la machine commençait à se lancer tout doucement, et Thomann arrive avec le projet de vidéo. On commence à faire des vidéos sur Facebook au début, c'est une catastrophe parce que je m'étais jamais filmé, j'étais pas à l'aise devant une caméra. Là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
Mais ouais, c'était du temps d'apprentissage. Et puis après, on a monté le projet Monte le son avec Salman et Charland, notre contact de Thomann. Enfin, notre manager à l'époque de chez Thomann, qui bossait au marketing. Et voilà, on a monté ce projet-là avec les potos, qui sont devenus des potes. Et puis là, aujourd'hui, c'est une affaire qui roule, quoi. On a passé les 100 000 abonnés là, l'année dernière. Donc on est trop contents, ça marche trop bien. Voilà, je passe d'artiste à youtubeur, mais j'ai quand même encore vachement ma casquette d'artiste. Enfin, en tout cas pour moi, même si les gens me voient comme un testeur de produits ou un mec qui fait des tutos, moi je fais encore beaucoup de zik derrière, quoi. Parce que sans ça, je peux pas montrer des trucs, quoi. Donc, je suis obligé de taffer un mort, de faire plein de zik pour montrer des tricks, pour montrer que je sais en faire, quoi. Et malgré le fait que j'ai de moins en moins de temps pour en faire, parce que la vidéo, ça prend du temps. Mais voilà, on taffe, ça charbonne. Ma vision du live, en gros, moi je suis très mauvais instrumentiste, comme j'ai dit, j'étais nul à la guitare. Donc j'ai pas un sens du rythme précis, je suis pas une machine. Enfin, j'ai toujours galéré, c'est vraiment une lutte pour moi de bien jouer tout en rythme et tout. Donc moi j'ai une manière de voir le live qui est un peu plus de m'amuser, beaucoup avec des effets, beaucoup triturer la matière que j'ai déjà. Donc je vais utiliser quand même beaucoup de séquenceurs, beaucoup de matière que j'ai produit en studio. Et je vais quand même essayer d'amener toujours plein de nouveautés par rapport aux morceaux qui existent déjà. Je vais jamais... Mes morceaux que je joue en live sont rarement exactement les mêmes, enfin sont jamais exactement les mêmes que les morceaux sortis. Parce que justement, je me laisse des marges de manœuvre où je vais laisser tourner des boucles, où je vais faire monter des trucs. Mais j'ai un peu plus une approche presque DJ multipiste qu'une approche 100% live où je vais vraiment jouer des grosses parties, où je vais vraiment savoir me buter pour connaître mes parties au max et savoir improviser. J'ai un peu plus de mal avec ça personnellement. Ce qui commence à changer via le modulaire, là où je me laisse beaucoup plus aller, mais parce que aussi c'est des séquences et que je sais pas forcément où je vais, mais voilà, je vais brancher des câbles. Je vais me dire, ah, vas-y, je suis en pleine montée d'un truc. Et là, j'ai une idée, je me dis, bah, vas-y, je vais le passer dans cette reverb, paf. Et là, je vais plus m'amuser à triturer le son, à faire évoluer le son dans tous les sens, de manière vraiment où je vais improviser, quoi. Parce que de toute façon, le modulaire, même si tu essayes de prévoir des trucs, ça part toujours où tu peux pas, quoi. Donc tu te surprends toi-même à partir dans des directions via un instrument, quoi. Donc j'ai un peu plus aujourd'hui cette vision-là, où je vais préparer des choses, voilà, beaucoup de boucles, beaucoup de matière, et des séquences MIDI, mais que je vais aussi beaucoup randomiser en live. J'aime bien apporter, tu vois, je vais pas tout randomiser, mais je vais apporter plein de variations en randomisant, je sais pas, juste des octaves, tu vois, sur certains trucs, ou juste, voilà, me dire, vas-y, tu vas me faire un plus 7 avec 20% de chance sur cette mélodie, tu vois, et ça va amener un petit truc qui va faire bizarre à plein d'endroits. Du coup, j'aime bien un peu ce côté impro contrôlé, tu vois, avec même du random qui va moi-même me surprendre. En fait, je joue avec ma machine aujourd'hui, enfin, j'aime bien jouer comme ça. C'est un peu ma vision du truc en ce moment. Mais je suis aussi passé par des phases où, surtout sur scène, où il fallait quand même pas que ça se plante. Parce que j'avais de la vidéo aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en gros, j'avais un live audiovisuel. Donc, j'avais plein de trucs MIDI, des top MIDI qui partaient à mon vidéaste et qui lançait des vidéos. Donc il y a des phases où si je traîne trop, la vidéo elle se coupe, ou alors faut louper la vidéo. Il y a plein de trucs qui sont réglés pour la régie. Donc il y a plein de phases où si je touche à un truc, si j'allonge ma track ou je la rétrécis, ça fait planter tout le reste, quoi. Donc il y a plein de garde-fous à mettre en place aussi par rapport à la vidéo, par rapport à la lumière. Donc ça a été aussi un petit défi à une époque où, quand on essayait de faire des vrais shows live, en fait, tu te retrouves à te dire, putain, il faut qu'il y ait une structure carrée, solide pour que la technique soit pas en galère.
et moi, faut pas que je me chie parce que sinon toute la technique est en galère. Donc il y a eu aussi ce côté à une époque où il fallait que ce soit quand même bien formaté avec quelques espaces de liberté où je pouvais un peu, tu vois, où on pouvait louper les vidéos. On se dit vas-y, cette loupe-là, on la garde, tu peux traîner un petit peu là. Donc il y avait des espaces de transition, de liberté, mais le gros du morceau, c'était beaucoup des FX, tu vois, où je pouvais ajouter quelques sons. Mais il n'y avait rien d'extravagant parce qu'il fallait que toute la technique soit calée. Et surtout, bah, tu as un set d'une heure, voire même moins des fois. Bah, si tu dépasses d'une minute, tu mets en galère tout le reste, quoi. Enfin, s'il y a des gens qui jouent derrière. Donc ça, c'est pareil, tu vois, tu as une setlist. Bah, si tu la joues en 2 fois plus de temps, bah, c'est un autre délire, quoi. Soit tu finis pas ton set, enfin, tu joues pas ce que tu as prévu, quoi. Du coup, il fallait quand même rester cadré. Et ouais, tout ça, c'était quand même un gros défi, beaucoup de réflexion sur qu'est-ce que je joue pas, qu'est-ce que je fais en mode DJ, tu vois, est-ce que je joue mes morceaux, est-ce que juste je fais une sorte de mix. Ouais, c'était pas mal de réflexion. Là, aujourd'hui, je me laisse un peu plus de liberté là-dessus, mais ça reste quand même encore bien cadré parce que ben, y a toutes les contraintes du live, le timing, les ingés. Après, j'ai aussi une phase où je gérais la vidéo, donc là, c'était une catastrophe technique. Si j'avais un truc qui plantait, ça niquait tout. J'avais Ableton et Resolume sur le même ordi, un vieux PC MSI qui aujourd'hui est encore vivant, mais franchement, je le ferai plus. Donc j'avais toutes mes vidéos qui tournaient, qui étaient calées via un petit software, parce qu'il n'y avait pas le Ableton Link à l'époque, je crois. Et du coup, j'avais la vidéo, j'avais fait plein de clips MIDI qui envoyaient plein de flashs et tout, tout sur le même ordi, quoi. Et les gars qui font de la vidéo, ils m'ont dit, mais faut pas faire ça, t'as un truc qui plante, ça plante tout. Donc j'ai tourné un petit peu avec ça en mode solo, parce que mon vidéaste, à un moment, il y avait aussi les problématiques de salles, où bah, tu joues dans les petites salles, tu peux pas ramener le grand écran, et les budgets sont plus serrés, donc bah, tu peux pas payer tout le monde. Donc vas-y, j'ai fait une formule où les gars, quand tu fais l'électro, t'appelles le DJ, hein, même si tu fais du live. Donc j'ai fait une formule DJ, mais où c'était quand même un live, et où j'avais de la vidéo, mais je gérais tout seul, du coup, son et vidéo. Et là, c'était un peu freestyle, mais voilà, c'était les petites dates, petits budgets, ben, t'es obligé aussi de t'adapter à sur quoi on te book, en fait. Donc il y avait des grosses dates où c'était cool, où j'avais même toute ma team, avec vidéaste, ingé son, et il y a des dates où bah, je suis solo et j'ai mon vieux PC qui peut cracher à tout moment. C'est jamais arrivé. J'ai eu un truc une fois où moi je fais de la bass music, donc ça vibre sur scène. Et du coup, depuis, je mets du gaffer partout. J'ai mon port USB qui s'est décalé petit à petit avec les subs et ma carte son et d'un coup, plus de son. Tu fais, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ton port USB comme ça, tu fais, oh putain, on est arrivé à la lune des pirates à Amiens. En plus, c'est une salle trop cool et tout. Et les gens, vu que c'est une petite salle, tu peux parler, tu peux faire, ah, désolé, il y a un problème technique. Ça la fout mal. Depuis, je gaffe tout. Voilà, je sécurise tout. En fait, le live, il y a toujours ce côté, il y a tellement de paramètres qui peuvent foirer que plus t'en fais, j'ai l'impression que plus tu minimises les risques. Même si là, aujourd'hui, je prends des modulaires, ce qui est un gros risque, mais j'essaye quand même d'avoir un setup un peu safe, tu vois, avec des contrôleurs MIDI qui marchent bien, où tu gaffes les ports USB, les cartes son RME qui bougent pas, qui sont stables, qui sont solides. Et même avec ça, bon, t'es jamais à l'abri d'une petite panne technique, quoi. Mais ouais, je limite un peu la casse le plus possible. Même si le modulaire, c'est pas le bon plan. Je pense que le côté autodidacte, c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu mets beaucoup plus de temps à comprendre les choses, à professionnaliser les choses, entre guillemets. Par contre, tu développes une culture du do it yourself que je pense que t'as pas quand tu fais des études, ou beaucoup moins, tu la développes peut-être après. Mais ouais, je sais pas, dans la manière de résoudre des problèmes, dans la manière de faire les choses, dans la manière de t'ouvrir aussi aux choses,
Enfin, après, je pense que c'est un naturel aussi, il faut être curieux. Et j'ai aussi la culture du tryhard aussi. Ça, je pense que c'est un gros truc dans ma life où j'ai fait du skate pendant 10-15 ans. Donc j'ai la culture du OK, il y a 8 marches, faut mettre le flip. Vas-y, t'essayes, tant que tu le mets pas, c'est pas bon, tu vois. Et même si tu le mets et que tu le rates un peu, il est pas beau, tu vois, faut le refaire. Et cette culture-là, je pense qu'elle elle est très musicienne aussi, hein, parce que comme un guitariste va rentrer son riff, bah, il faut qu'il le rende bien, tu vois. Et c'est un peu, il y a un peu ce côté-là que j'ai pas forcément transmis dans les instruments, mais plus dans ma manière d'apprendre les choses et de résoudre des problèmes. Enfin, j'aime bien rentrer des tricks, tu vois, un peu. Donc je pense que ouais, ça a vachement aidé ma manière de penser, ma manière de faire. Mais je sais pas si c'était là avant cette culture skate, tu vois, peut-être. Peut-être je suis un tryharder de naissance, quoi, tu vois, j'en sais rien. Mais j'aime bien ce côté, j'ai un truc, je l'apprends, je le ponce jusqu'au moment où je le maîtrise un peu. Je vais peut-être pas aller jusqu'au bout comme certains, parce que je pense que je suis un gros zinzin pour certains, mais je connais tellement des zinzins que moi je sais que je suis pas un zinzin. Donc je vais pas autant au bout que ceux que je connais qui vont vraiment au bout des choses, quoi, tu vois. Mais je pense que je vais au bout des choses enfin je vais plus loin que la plupart des gens. Mais je connais des fous, du coup je sais que je suis pas un des meilleurs, quoi. Mais ça, je pense que plus tu connais de gens qui sont très forts, plus tu deviens humble. Parce qu'en plus, ces gens très forts, ils sont super humbles aussi, quoi. Donc ça, c'est un truc que tu apprends aussi avec le temps, à redescendre un peu et à te dire, bon, je suis bon dans certains trucs, mais je suis pas non plus incroyable, quoi. Juste, je fais des trucs, quoi. Et c'est bien, j'aime bien les faire. Donc, on s'amuse, avant tout. Depuis que je bosse sur Monte le Son, il y a plein de trucs qui m'aident à m'améliorer sur plein de choses, quoi. Bah, d'une part, la vidéo, tu vois. La vidéo, c'est un truc que je maîtrisais un peu, mais par la force des choses, je suis obligé d'apprendre beaucoup plus de choses, bien gérer la lumière, le cadrage et tout. Avant, je le faisais un peu, mais bah, je me suis bien amélioré en vidéo, je pense. Et surtout, le fait de devoir expliquer des choses aux gens, bah, ça te fait voir aussi tes faiblesses. C'est-à-dire que des fois, tu penses que tu as compris un truc, et en l'expliquant, tu te dis, voilà, c'est pas clair ce que je dis là, tu vois. Si tu te revois sur la caméra, tu fais, mais qu'est-ce que je raconte, quoi. Alors que tu pensais avoir bien compris le truc, et tu te dis, mais non, mais en fait, je sais pas l'expliquer, donc c'est que j'ai peut-être mal compris le truc, tu vois. Et du coup, ça m'arrive beaucoup de fois. Ça m'arrive un petit peu moins aujourd'hui, mais en fait, le fait de devoir expliquer simplement les choses aux gens, ça t'aide aussi à mieux conscientiser ce que tu expliques et du coup à améliorer ta manière de faire et de penser, quoi. Du coup, ouais, ça, c'est une grande force. Et le fait de croiser des gens avec des talents monstrueux, parce que il y a deux choses, hein. Il y a Monte le Son et le fait que je suis arrivé à Paris aussi il y a quelques années, qui est assez lié, hein. Je suis arrivé à Paris 2 ans avant Monte le Son. Et du coup, je croise énormément, enfin, je traîne tout le temps dans les milieux artistiques, donc je croise énormément de gens hyper talentueux. Des fois, je fais du son avec des gens, s'il se passe rien, on fait du son, on tripe, mais c'est des tueurs, tu vois. Du coup, tu apprends énormément en collaborant, en faisant des jams un peu à l'arrache, parce que tu as bu 2 bières et tu t'allumes le modulaire, et c'est parti. Puis voilà, tu parles tout le temps de musique avec des gens qui ont un talent monstrueux. Je rencontre aussi beaucoup de développeurs, comme les gars de chez Beatsurfing, des gens qui font des instruments qui sont incroyables, qui créent des outils numériques qui sont ouf. Donc ouais, le fait de tester énormément d'outils, ça t'ouvre des portes aussi. Tu te dis, ok, putain, on peut faire ça avec ça. Les synthés, je pensais avoir compris, mais en fait, il y a tout un autre monde encore derrière. En fait, plus tu apprends de choses, plus tu sais que tu sais rien, quoi, tu vois. Il y a un peu ce côté-là. Et du coup, c'est infini. Ouais, moi, je kiffe. J'apprends trop de trucs avec les gens qui m'entourent, avec tout ce flux artistique qui
qui nous entourent quand on bosse dans ce genre de milieu, quoi. Donc, ouais, que ce soit des artistes, même des gens, des fois, qui juste font du son. Tu parles de musique, tu parles de... Tu vois, on a des discussions sur l'IA, sur comment ça... En fait, ça te fait changer ton point de vue, ça te fait... Enfin, j'ai l'impression de m'améliorer, tu vois, à force de discuter avec des gens qui ont d'autres points de vue, quoi. Donc ouais, c'est hyper intéressant de bosser dans ce genre de milieu, quoi. Et de rencontrer des gens, surtout. Des envies, il y en a des milliers. En fait, il faudrait même 2 vies, quoi. Ouais, je crève d'envie de me mettre à touch designer pour faire de l'audiovisuel, comme j'ai toujours rêvé d'en faire, mais ça prend un temps monstrueux. Donc ouais, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. Je pense qu'une des choses qui me manque le plus, c'est clairement le live, là, parce que vu que je fais beaucoup de YouTube, beaucoup de vidéos et beaucoup de studios, finalement, je suis enfermé vachement chez moi dans mon stud, à taffer, que ce soit pour des vidéos ou pour du son. Mais du coup, je l'exprime plus trop en live et ça me manque clairement. Donc j'aimerais bien, je pense, reprendre, même si c'est quelques dates par an, mais au moins avoir 4-5 belles dates par an, voire même un peu moins, tu vois, mais avoir un live qui tourne un petit peu, que je puisse voilà, faire la fête avec les potes et faire de la zik surtout sur scène, quoi. Ça me manque grave. J'ai vraiment envie de m'y remettre. Mais pareil, ça prend du temps de préparer tout ça et ça prend encore plus de temps de trouver les dates. Parce que mine de rien, les gens, je pense qu'ils me suivent sur les réseaux et tout, mais ils n'ont pas conscience que je fais de la musique aussi sur scène, enfin que j'en ai fait en tout cas. Donc les dates, elles tombent pas du ciel, quoi. Donc va falloir que je travaille un petit peu pour remontrer un petit peu ce que je sais faire sur scène, pour peut-être attirer des gens qui ont envie de me booker, quoi. Donc il y a un petit taf là-dessus, il y a peut-être aussi trouver un booker ou un manager qui va m'aider à faire ça, parce que j'ai pas le temps de le faire, quoi. Mes journées sont beaucoup trop remplies. Donc ouais, c'est un peu le nouveau défi. Je pense que ouais, la scène, le retour sur scène, c'est vraiment un truc que je vise proche lointain. Quand ça se fera, mais j'ai envie de le faire. Le refaire. Je vais pas être hyper original, je pense, mais y a un côté, même si vous n'êtes pas parfait, même si votre art est loin d'être parfait, il faut se lancer, quoi. Il y a un moment où il faut arrêter de dire « Ah non, je vais pas sortir ce morceau parce qu'il est pas fini ». Moi, ça a été un truc où je pense qu'il faut avoir un peu d'ego pour le faire et aussi retirer la peur de se lancer, parce que c'est ça souvent qui bloque. Et se dire, voilà, il n'y a personne qui vous attend, les gars, sortez vos morceaux. Au pire des cas, si c'est pourri, il y a peut-être un blaireau qui va vous dire, ah, c'est à chier. Mais 3/4 des gens vont être plus fiers que vous avez sorti le truc. Faut avoir les couilles de le faire, quoi. Donc c'est un peu un défi de lâcher votre bébé, mais en même temps, si vous faites pas ça, vous passez jamais à autre chose. Et du coup, ouais, faut sortir les morceaux, faut faire des choses avec d'autres gens aussi, ça, c'est hyper constructif. Donc ouais, moi, j'ai toujours dit, j'ai pas de plan, je fais juste des trucs, quoi. J'avance et ça marche pas. Il y a plein de trucs qui marchent pas. Et c'est pas grave, c'est cool. J'apprends toujours, même si ça marche pas, quoi. Donc, foncez, faites des trucs et apprenez beaucoup de choses. Apprenez des autres, apprenez tout le temps. Voilà, ça, c'est trop un mood important.